premier commandement, celui du combat futur et son podcast, autant dire éponyme. À la une, il n'y en a pas deux, c'est le Battle Lab Terre avec déjà un beau background et un regard avisé, aiguisé sur l'avenir. Pour faire le point et viser loin, nous recevons le capitaine Etas, chef d'équipe projet exploration au sein du Battle Lab Terre. Mon capitaine, bonjour. Bonjour. Alors le BLT, si vous me permettez, think tank ou vrai labo ? Alors je me permettrai tout d'abord de rappeler ce qu'est un think tank. Un think tank oriente, produit des analyses et des recommandations sur des sujets divers, qu'ils soient économiques, politiques, technologiques, etc., dans le but d'influencer les décisions. Le Battle Lab Terre, lui, produit aussi des analyses, des réflexions, mais ces déclinaisons se veulent avant tout concrètes et à court terme. On cherche à produire des effets qui trouveront leur déclinaison dans les forces. On analyse des conflits et des tendances tactiques du moment, puis l'on compare avec notre doctrine. On analyse des tendances technologiques du moment et on les compare avec nos moyens en dotation. On repère des solutions techniques, on évalue, on élabore de nouveaux usages et ensuite on procède à des recommandations en vue d'un passage à l'échelle ou pas. Alors vous avez atteint l'âge de raison, 6 ans déjà. Qu'est-ce qui a changé ? Alors beaucoup de choses, mais je dirais que face à l'urgence et à la radicalité nécessaire pour faire face aux évolutions géopolitiques, tout en conservant notre ADN de recherche à 360 degrés des solutions innovantes issues du monde civil, notre état d'esprit est avant tout celui de l'adaptation permanente. Voilà, donc nous, à la suite de ce qu'a édicté le CEMAT, on a fait en sorte que l'innovation soit rentrée dans l'ADN de l'armée de terre. Après des premières années de mise en place, le processus il s'est structuré tout en restant souple afin de répondre au plus vite aux besoins urgents de l'armée de terre. Alors, Battle Lab Terre, c'est pas déjà dépassé un peu comme nom ? Ça serait pas mieux aéroterrestre ? Non, je ne pense pas, puisque c'est un petit peu, je dirais, déjà c'est notre ADN. Voilà, on est clairement orienté sur l'armée de terre, mais on travaille sur des solutions qui à la fois roulent, à la fois volent, des solutions qui permettent d'envoyer et de recevoir des informations, etc., etc. Donc non, on est avant tout des terriens, mais on travaille bien évidemment avec l'armée de l'air et de l'espace, la marine nationale et d'autres encore. Alors comme au rugby, votre devise c'est le devoir d'essayer. Alors quels essais ont été transformés ? Alors, le devoir d'essayer, comme je vous en ai parlé précédemment, c'est de chercher des solutions à 360 degrés. Tout projet abandonné n'aura pas été du temps perdu, car il aura des effets de bord positifs sur d'autres systèmes. C'est ce qu'on appelle, nous, à notre niveau, la capitalisation de la connaissance technologique sur l'état de l'art. Alors, sur ce qui a fonctionné, je pourrais citer par exemple la conduite de tir LITI pour les tireurs d'élite. On peut aussi parler de systèmes de localisation indoor, le lock indoor de Sysnav, qui est un petit bracelet de 70 grammes qui donc se pose au niveau de la cheville pour permettre de repérer des soldats en intérieur là où les signaux ne passent plus. Donc ça s'inscrit dans le cadre de Centurion, c'est toujours en cours, c'est pas encore arrivé dans les forces. Là actuellement on est sur des systèmes comme des inhibiteurs de feu, qui sont des petits extincteurs portatif, dont le poids max est de 320 grammes. Et comme je vous en avais fait part lors d'un précédent podcast, on a encore et toujours malheureusement beaucoup de gens qui en Ukraine, du côté ukrainien comme russe, meurent des suites de blessures très graves et ils n'ont rien, absolument rien pour mettre fin à cela. Donc cet inhibiteur, c'est possiblement une réponse à ce danger. On a aussi des méthodes d'apprentissage par casque, justement, de l'entreprise Shift 89 et on travaille en appui des projets de régiment comme par exemple la munition à pilotage immersif Fronde 2.0 du premier HP. Donc les idées captées qui n'aboutiront pas en l'état mais qui rentreront dans des programmes plus larges permettent d'explorer les potentialités qui seront conclues avec d'autres systèmes plus tard. Alors, on l'a entendu, il y a de belles réussites, mais alors pourquoi certains projets ne vont pas jusqu'au bout ? Alors, aller jusqu'au bout mérite d'être défini. Est-ce que le passage à l'échelle est une fin en soi ?
Voilà, ça, c'est vraiment important de se poser cette question. Parmi les projets qui n'ont pas abouti vers une demande de passage à l'échelle, on peut citer des petits objets comme par exemple un spray anti-pluie qu'on a testé. On s'est rendu compte que ça s'enlevait par simple frottement, que ça avait une durée d'efficacité très faible et un coût qui nous a semblé prohibitif au regard de la dite efficacité. On peut parler de textiles anti-lacération, qu'on a fait porter à des soldats lors de l'opération Sentinelle, et puis on a vu que ça générait un désagrément thermique, une gêne dans la mobilité, notamment au niveau de l'encolure, et puis que le prix lui aussi était élevé. Je peux aussi vous parler, me concernant personnellement, d'un drone logistique qui était très bien construit, mais qui, au regard des évolutions en Ukraine, a montré que la capacité max d'emport de ce drone était aujourd'hui complètement limitée. Il fallait aller plus loin. Et puis, il y a d'autres projets comme ça qui ne sont pas allés plus loin. Donc la STAT, en revanche, a conduit avec l'appui du BLT le processus brigade de combat, qui permet de répondre à des petits besoins en urgence, qui étaient ceux de la 7e BB. On peut parler d'un système LiFi à base de laser donc dans les PC. Donc ça s'est passé à l'échelle. On peut parler d'une clé de portage pour le missile moyenne portée. On peut parler de capteurs radiologiques sur drone, de cop cage, donc les fameuses cages anti-drone, donc sur le char Leclerc, l'hybridation des réseaux, etc., etc. Donc tester une technologie et conclure sur son inadaptation, c'est une connaissance très utile pour éviter de lancer un programme d'armement basé sur cette brique. Alors, vous n'êtes pas seul au Battle Lab Terre. Quelles sont les plus belles synergies que vous avez pu avoir avec des acteurs extérieurs ? Alors, au sein du Battle Lab Terre, effectivement, on peut compter d'autres acteurs, mais en dehors du Battle Lab Terre, je dirais que à titre personnel, je dirais que et en dehors de Cooma, les plus belles réalisations, à mon sens, sont les journées thématiques. Donc, pourquoi ? Parce qu'elles permettent de stimuler la réflexion, de trouver des solutions de rupture technico-opérationnelle, des solutions qui sont disponibles immédiatement et en relation avec l'actualité et les besoins de l'armée de terre. Donc, il y a eu en novembre 2023 à Mourmelon la journée de mise en situation tactique drone FPV contre moyens LAD, ou encore l'innovation au service du combat et de la survie en tranchée qui s'est déroulée en février 2025 à Sissonne. Ensuite, les acteurs extérieurs avec lesquels nous œuvrons beaucoup, on parlera tout d'abord du CCF, bien évidemment, notamment au travers du laboratoire du combat futur, l'agence innovation de défense, les régiments eux-mêmes, les industries, les académies aussi, notamment via le pôle Gaïa qui appartient aussi au Battle Lab Terre. Donc c'est le groupement Académie, industrie et ingénieurs d'Île-de-France pour l'innovation au profit de l'armée de terre et qui est chargé de développer des synergies avec des pôles comme le JCAT, l'AID, l'Université Paris-Saclay et Polytechnique. Vous voyez, c'est très large et ça nous permet justement de rayonner assez loin. Alors vous en parliez déjà un petit peu tout à l'heure. Quels sont les liens que vous avez avec les régiments pour faire remonter l'innovation ? Alors, tout se fait via un système d'information qui s'appelle API. Et la chaîne des référents simplification innovation numérique, donc ceux qu'on appelle les RSIN. Donc des RSIN, vous en avez dans chaque formation administrative, dont les régiments bien sûr. Donc il existe une comitologie dédiée qui est assurée par le BCI, le Bureau de coordination de l'innovation, au sein de la sous-direction coordination de l'innovation de la STAT. Donc faisant partie du CCF. Donc les innovateurs des régiments se réfèrent à leur RSIN, ils rédigent une fiche API et celle-ci est ensuite traitée par le BCI. Donc les projets innovation sont présentés à la fin de chaque mois lors d'un comité de coordination de l'innovation, donc un COCORD, et ils sont à partir de ce moment-là retenus ou rejetés. Donc lorsqu'ils sont retenus, le projet se voit financé et va pouvoir suivre son cheminement qui va mener ou pas à un passage à l'échelle. Donc le contact, lui, est permanent avec les brigades et les régiments, donc via les réunions RSI, les journées de l'innovation, de la 2e BB, de la 9e BLB, les JTAP de l'école des troupes aéroportées, Danzig, de l'arme du génie, etc. Alors c'est comme ça que se déroule en fait la montée en puissance des idées qui viennent de l'institution. Oui, tout à fait. Je vais vous donner un indicateur. Par exemple, en 2019, on avait une trentaine de projets sur API. En 2025, c'est presque 200. Donc la structuration, elle est réalisée via les RSIN, encore une fois, puis via le niveau brigade. Donc cet élan, lui, il est encouragé, puis canalisé par le laboratoire du combat futur du CCF, avec notamment la création des pôles exploratoires.
On a donc une montée significative de la participation à l'innovation. Alors, qu'est-ce qui prend le plus de temps dans un projet? Et puis, peut-être que vous allez pouvoir nous dire à quoi ressemble le processus. Alors ça dépend à quel type de projet vous faites référence. Il y a tout d'abord les projets portés par les régiments, donc on va parler d'innovation participative. Alors tout d'abord, il va y avoir une idéation pour répondre à une problématique, la recherche d'un partenaire, un industriel ou maker, la validation en comitologie. Il va y avoir également le financement à identifier en fonction du montant, le développement du prototype, l'étude du passage à l'échelle, les questions relatives à la propriété intellectuelle, etc. Donc en fonction du projet, chaque étape peut être plus ou moins longue, mais je dirais que le passage à l'échelle reste l'ultime épreuve. On parlera de la contractualisation. Maintenant, si on parle des projets d'exploration portés par le BLT, donc les explorations technico-opérationnelles, la phase d'évaluation proprement dite, de mon point de vue, est en général assez simple et facile à conduire. Ce qui prend le plus de temps réside, selon moi, dans l'analyse fine du besoin, la sélection de la solution adéquate pour répondre aux besoins et le processus final qui mène au passage à l'échelle. Voilà. Alors, on ne peut pas passer à côté de cette question. C'est qu'est-ce qu'enseignent les RETEX comme l'Ukraine ou Gaza, sur les pistes à suivre ou pas? Alors, je dirais que la guerre d'aujourd'hui est hautement technologique. Elle est multichamp et multiforme, et je crois qu'il faut être capable de comprendre très vite les tendances du moment et celles à venir. Il faut donc faire preuve d'une très grande ouverture d'esprit et d'une très grande agilité intellectuelle. Si autrefois, l'on pouvait faire l'économie de la technique et se concentrer sur les aspects tactiques de la mission, aujourd'hui, tout le monde, absolument tout le monde, est concerné par elle. Tout le monde est obligé de mettre la tête dedans. Négligez-la et vous décrochez, fatalement. Mais la technique nécessaire, adéquate, n'est pas nécessairement celle du haut du spectre. Elle est aussi celle du bas, à laquelle personne ne pense sur le moment. Lorsqu'elle est mise en œuvre, et avec originalité, sinon audace, elle peut renverser le cours des choses. Nous le voyons avec les Ukrainiens qui, brillamment, font face à une armée russe bien plus massive que la leur. Pour faire face, il faut donc innover en permanence. Innover dans les solutions, mais aussi et surtout dans la façon de créer. Ce que nous enseignent donc les conflits actuels, c'est qu'au-delà des moyens de production et des capacités de financement, il faut surtout être capable de désapprendre, de se détacher de ce que nous avons toujours fait, pour s'adapter et dominer, sinon résister efficacement. Innover, c'est aussi et surtout notre façon de faire au quotidien, ainsi que notre représentation des choses. Merci Capitaine Etache, chef d'équipe Projet Exploration au sein du Battle Lab Terre, pour ce diagnostic clinique et cette analyse humaine des innovations dans l'armée de terre à travers cet outil exceptionnel au sein de la STAD qu'est le Battle Lab Terre. L'expérience audio Combat Futur éteint ses pistes, mais ce ne sera que pour mieux décoller à nouveau avec vous dans tous les fuseaux. Bonjour chez vous.